Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui au groupement hospitalier de territoire, ou GHT. Je suis Loredana, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Lartigot, maître de conférence en sciences de gestion au Conservatoire national des arts et métiers, qui, avant d'avoir exercé ses fonctions, a également été directeur adjoint dans différents CHU et possède donc à ce titre une connaissance approfondie des milieux hospitaliers. Monsieur Lartigot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, au centre de toutes les discussions des décideurs hospitaliers, les GHT sont un nouvel outil visant à intensifier la collaboration des établissements. Au départ pensés comme le moyen pour renforcer la coopération entre établissements au sein d'un territoire, les GHT supposent aussi des efforts pour faciliter la mutualisation des activités et des ressources. À ce stade, il est important de se demander quels sont les principes sur lesquels s'appuyer pour réussir leur mise en œuvre. C'est dans ce contexte que l'on vous propose aujourd'hui cette nouvelle webconférence au cours de laquelle Monsieur Lartigot va mettre en exergue les instruments ou techniques permettant... Oh, pardon, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Je profite de cette occasion. Je reviens au PowerPoint. Monsieur Lartigot, si vous voulez bien juste passer au slide suivant. Donc, je Ici profite le de cette sommaire. occasion. Non, juste avant. Voilà. Un tout petit point sur l'intégral hospitalier. Je profite de l'existence de cette thématique pour vous présenter notre intégral hospitalier qui s'adresse justement au service opérationnel de votre établissement et qui couvre l'ensemble de vos problématiques. C'est une interface 100% web organisée sous forme de fiches actions et également qui vous propose des modèles et outils pratiques et surtout téléchargeables destinés à vous faire gagner du temps au quotidien et qui couvre bien sûr l'ensemble des problématiques propres à la fonction publique hospitalière. Il s'agit donc là d'un complément tout naturel à cette webconférence. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce service documentaire sur notre site www.vk.fr dans l'onglet éditions. Monsieur Lartigot, juste avant de vous laisser la parole, quelques toutes petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de la session. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la petite fenêtre questions, justement, qui se trouve dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Et Monsieur Lartigot fera bien sûr son possible pour y répondre à l'issue de la présentation. Restez donc bien connectés une fois cette première partie terminée. Enfin, je vous informe que cette conférence est enregistrée et l'enregistrement sera mis en ligne et nous vous enverrons le lien par mail dans les jours à venir. Voilà, Monsieur Lartigot, c'est à vous. Je vous laisse maintenant la parole. Merci Madame Gravina. Bonjour à toutes et à tous. Madame Gravina m'a présenté et effectivement, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des groupements hospitaliers de territoire, des GHT, qui sont un sujet qui agite beaucoup le monde hospitalier, et pas seulement hospitalier, mais le monde de la santé en général. J'ai préparé un diaporama que je vais vous diffuser et donc en essayant de faire un point un peu général sur la question et puis de façon à essayer de donner un petit peu de sens à tout ça et essayer de répondre à certaines questions qui peuvent se poser, mais je serai très prudent en disant que beaucoup de questions restent en suspens et nous n'aurons pas toujours les réponses adéquates que nous voulons. Parce que nous avançons, l'histoire se fait en marchant et c'est le cas dans le sujet qui nous occupe. Donc je vais commencer. Alors, un sommaire très rapide. Il y aura d'abord une introduction sur le sujet, ensuite un deuxième point sur les enjeux que représentent les GHT, ensuite les définitions et rappels pour savoir de quoi on parle. Ensuite, je parlerai du GHT comme nouvel objet organisationnel, parce qu'on verra que c'est quand même pas simple, et puis les problématiques qui sont soulevées par les GHT. Nous y allons. Alors, en introduction, il faut rappeler que c'est la loi du 26 janvier 2016 qui visait la modernisation du système de santé français, et notamment son article 107 qui prévoit la création des groupements hospitaliers de territoire ou GHT. GHT qui, donc, vous le savez, font suite à différentes tentatives de coopération qui se sont plus ou moins bien passées dans les régions, comme nous verrons, et qui là, aujourd'hui, constitue une tentative beaucoup plus, on va dire peut-être volontariste de créer de la coopération.
Selon la ministre Mme Touraine, les GHT constituent l'une des mesures les plus structurantes de ce texte, donc de la loi santé, pour l'avenir du système de santé. Certains considèrent, alors c'est le discours officiel des pouvoirs publics, que ce serait la réforme hospitalière la plus importante depuis 1945. Bon, tout le monde sait que la réforme importante, la plus importante qui a eu lieu avant cette loi santé, c'était la réforme de 58, qui a créé notamment les centres hospitaliers universitaires. Mais là, cette réforme est considérée comme la plus importante. Nous verrons évidemment par la suite, l'histoire de la pratique nous dira si c'était le cas, mais en tout cas, c'est effectivement une réforme de très grande importance. Étant donné que il y a à peu près, c'est l'ampleur du changement se traduit en chiffres, il y a à peu près 900 établissements publics de santé actuellement, et il serait question de passer à 135 à terme. Donc c'est ce qui est communiqué aux professionnels sur le terrain. Donc vous voyez que c'est vraiment une réduction très très importante. 135 puisque c'est le nombre aujourd'hui de GHT au niveau national. Établissements publics et établissements privés, aussi bien lucratifs que non lucratifs, je précise. Certains ont parlé de tsunami de l'offre de soins. Tsunami, donc, un tsunami, vous savez, c'est un raz-de-marée, c'est quelque chose qui déborde. Et est-ce que ça va être le cas? Si on s'en tient uniquement aux indicateurs quantitatifs, on peut le penser. Alors, les enjeux des GHT. Donc, déjà, le contexte. Le contexte, c'est qu'au début des années 2000, le système de santé français était considéré comme le meilleur du monde par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce qui faisait évidemment la fierté des Français en général et des pouvoirs publics. Mais cette place s'est considérablement érodée, puisque il y a tout le monde, enfin en tout cas les observateurs et les experts du système, ont pu constater qu'il y a une dégradation lente, mais certaine malheureusement du système de santé. Et notamment, je ferai référence sans rentrer dans le détail sur une enquête qui a été mise en illustration par la Fédération hospitalière de France, qui est l'enquête Odoxa, qui, à partir d'un certain nombre d'éléments factuels, montre bien cette dégradation. D'autre part, il y a eu d'autres études qui sont également citées par la Fédération hospitalière de France, qui montrent le déclin de l'efficience du système de santé français. Ce déclin s'explique notamment par l'incapacité à s'adapter aux défis de santé publique majeurs du XXIe siècle. Défis qui sont la transition épidémiologique notamment et la transition démographique. Alors, transition épidémiologique, ça veut dire que s'il y a des médecins parmi cette noble assistance, ils le sauront mieux que moi, il y a une transformation, il y a beaucoup moins d'épidémies qu'autrefois, donc les gens, de par l'hygiène, la prévention et les soins, les épidémies sont beaucoup moins importantes qu'autrefois, elles restent tout à fait limitées. Donc le système de santé qui avait été prévu initialement pour faire face à ce type d'événement est totalement en décalage avec l'évolution sociologique et de santé publique actuelle. Mais de ce fait, il y a les gens vivant plus vieux, il y a une transition démographique, il y a de plus en plus de personnes âgées, voire très âgées, dans le système de santé. Et qui dit personnes âgées et très âgées dit multiplication des pathologies, parfois qui ne sont pas forcément graves, mais la multiplication et la conjonction de toutes ces pathologies font que la prise en charge des personnes est plus difficile. Et elle suppose une réorganisation du modèle hospitalier traditionnel qui malheureusement est aujourd'hui, encore une fois, jusqu'à maintenant, était relativement inadapté, avec notamment une étanchéité entre les différents acteurs, l'hôpital proprement dit, la ville et le médico-social. Et donc ça contribue justement à créer des difficultés et à ne pas répondre correctement aux défis que j'ai cités à l'instant. Par ailleurs, en discutant avec les professionnels de terrain, dont je fais plus partie aujourd'hui, mais avec qui je suis en relation régulière, beaucoup reconnaissent que également le virage ambulatoire a été mal négocié et que pour des raisons diverses, hein, d'organisation, de financière, etc. Et donc cette mauvaise
orientation vers l'ambulatoire n'a pas facilité les choses. Alors, ce que vise la loi santé, c'est un changement de paradigme qui serait fondé sur, ce changement de paradigme serait fondé sur deux principes fondateurs, la territorialité et la responsabilité populationnelle. Alors, ce sont des deux concepts qui sont mis en œuvre dans les services de santé, les systèmes de santé d'autres pays qui sont plus performants que le nôtre actuellement. La territorialité, c'est de dire, eh bien, on ne peut plus considérer un acteur de santé uniquement de son petit point de vue, mais il faut considérer une prise en charge globale au niveau du territoire, et le territoire qui peut être très vaste, hein, qui dépasse le département, voire la région, et l'échelon aujourd'hui considéré comme le plus pertinent pour gérer l'ensemble des problématiques de santé. Et responsabilité populationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échelon territorial, en cours de GHT, mais on parle d'un ensemble territorial, a bien la responsabilité d'assurer une meilleure santé dans l'ensemble de ces termes pour la population de ce territoire. Donc l'idée, c'est bien de créer des territoires de santé à la fois responsables de la qualité de la prise en charge individuelle de patients et de la santé des populations d'un même territoire. Alors, tout ça se base donc sur une démarche nouvelle qui est de juger la performance du système de santé sur sa capacité à réellement améliorer la santé et pas seulement sur sa capacité à réduire les coûts. C'est là qu'on va parler de parcours patient et de filière de soins, chose dont on parle depuis un petit moment, mais qui avait du mal à se mettre en place du fait justement de l'étanchéité entre les différents acteurs dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, cela suppose d'accorder une très large autonomie aux acteurs de santé d'un territoire, mais en fait, ça c'est le but, hein, c'est la volonté des pouvoirs publics. Dans la réalité, quand on interroge les professionnels de terrain, il semble qu'en fait, les marges de manœuvre soient relativement limitées. Donc, cette autonomie, c'est bien, c'est un objectif, mais il faudra sans doute la conquérir. Dépasser les clivages artificiels entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire au sein d'un territoire. Là, d'après ce que certains m'ont dit, il y a des directives précises pour le premier semestre 2017 qui sont attendues et qui seraient diffusées par les agences régionales de santé. Mais c'est bien effectivement ce clivage traditionnel entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire qu'il faut dépasser pour arriver à avoir une prise en charge populationnelle au niveau du territoire. Également, développer les ententes de service entre la ville et l'hôpital. Là non plus, ce n'est pas nouveau, mais l'enjeu, c'est bien au niveau de l'échelon territorial d'organiser cette prise en charge. Piloter de manière stratégique les ressources humaines à l'échelle du territoire. Donc, ça, c'est un problème sur lequel nous reviendrons parce que gérer les ressources humaines, c'est déjà pas simple, mais au niveau d'un territoire, ce sera encore quelque chose de plus compliqué. Et puis, associer l'ensemble des acteurs à l'élaboration d'un projet de santé du territoire. Alors, l'élan, pour arriver à cette démarche, il y a besoin d'un nouvel élan. Nouvel élan qui a d'abord été lancé par une étude, une mission qui avait été confiée pour Mme Hubert et M. Martineau en 2015 par le gouvernement, qui faisait le constat d'une coopération qui n'était pas assez poussée. Par quelques chiffres, 5 à 6 fusions par an en moyenne depuis les années 90, donc c'est quand même relativement peu. Il n'y a pas de groupement de coopération sanitaire publique, et il y avait en 2014 45 communautés hospitalières qui avaient été constituées, ce qui, au regard des auteurs du rapport, était relativement peu. Et surtout, les outils qui avaient été mis en place n'aboutissent. Ce n'est pas un véritable projet médical partagé. Donc, l'objectif des GHT, et non plus des CHT, c'est bien de sortir des postures concurrentielles qui sont non seulement entre les établissements privés et publics, entre les établissements privés eux-mêmes et les établissements publics eux-mêmes, bref, ce monde concurrentiel qui conduisent d'une part à un défaut d'offre, c'est-à-dire un problème d'offre de soins et de recours sur certaines prises en charge, et d'autre part au maintien d'activités redondantes et non sécurisées. C'était le communiqué de la mission Hubert-Martineau en 2015. Donc d'un côté, des défauts de l'offre de soins
et de l'autre côté, des activités redondantes, donc qui n'étaient pas forcément pertinentes. Donc l'idée centrale de ce rapport, c'est de structurer des réseaux et organiser une logique de réseau, une logique réticulaire. Et pour ça, eh bien, il fallait raisonner en groupe homogène, pardon, en groupe hospitalier, groupement hospitalier de territoire. Je veux dire GHT, ce sera plus simple pour tout le monde. Alors, quelques définitions et rappels du GHT. Donc, qu'est-ce qu'un GHT? C'est une nouvelle forme de coopération conventionnelle fondée sur une adhésion obligatoire des établissements publics de santé. Ça concerne cette adhésion obligatoire. Je réponds à certaines questions qui pourraient être faites ultérieurement. Cette adhésion obligatoire ne concerne pour le moment que les CPS, les établissements publics de santé. Les objectifs de la coopération, c'est de définir une stratégie commune et de rationaliser le mode de gestion, soit par une mise en commun des fonctions, soit par des transferts d'activités entre établissements sur la gestion d'offres de soins, la gestion des outils supports, nous y reviendrons. L'objectif central, c'est d'arriver à accoucher, si j'ose dire, d'un projet médical partagé. Ça, c'est une notion qui est fondamentale dans les GHT, un projet médical partagé, pour une prise en charge graduée et complète des patients. Donc, ça suppose une mutualisation de fonctions support. Est-ce que ces fonctions support, cette mutualisation, serait une question secondaire ou fondamentale? Eh bien, du point de vue théorique, on va dire, du point de vue du principe, ce serait plutôt secondaire. C'est-à-dire que ce qui compte le plus, c'est le projet médical partagé. Les fonctions support, la mutualisation ne doit pas devenir un objectif primaire, puisque c'est d'abord le projet médical qui compte. Ceci étant, là aussi, en discutant avec les professionnels de terrain, on se rend compte que eh bien, la question des fonctions support peut avoir une importance considérable. Et on me disait notamment le service d'information, en me citant par exemple le service d'information, le système d'information de l'imagerie. C'est-à-dire que si on a un projet médical partagé entre des établissements qui marche bien, où les gens sont d'accord, tout le monde veut fonctionner ensemble, mais qu'on n'a pas un système d'information commun pour s'échanger les images qui sont prises dans les différents services, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que la mutualisation des fonctions support, c'est quand même important, notamment sur le système d'information. Alors l'approche, bien sûr, doit être centrée sur les besoins du patient, et c'est tout ça qui doit structurer l'organisation du projet médical partagé. Donc le projet médical partagé est établi par les établissements concernés, qui sont partie prenante du GHT. Le mode juridique d'encadrement est original et repose sur un double mécanisme. C'est ce double mécanisme qui va fonder le GHT. Il y a à la fois des délégations légales et obligatoires de compétences, au bénéfice d'un seul établissement public qui est dénommé établissement support, et il y a un mode contractuel, qu'on appelle convention constitutive, qui prévoit une gouvernance spécifique, ainsi que la possibilité de délégation supplémentaire, dite délégation facultative, au bénéfice de l'établissement support, ainsi que des transferts d'activités entre les différentes parties prenantes au GHT. Donc d'un côté, des délégations obligatoires auprès de l'établissement support, et ensuite des délégations facultatives si on veut aller plus loin. Alors, le GHT, nouvel objet organisationnel, si vous me permettez cette expression. Le GHT est un objet un peu hybride d'une certaine manière. C'est une entité dont la nature juridique n'est pas définie. Ce n'est pas un établissement public, donc il n'a pas de personnalité morale. Il n'a pas non plus d'autonomie juridique ni financière. Pour le moment, en tout cas, en principe, chaque établissement partie prenante du GHT garde son autonomie, à la fois juridique et financière. Ceci étant, dans les faits, l'établissement support va avoir un rôle central, et notamment dans les délégations qui lui seront confiées. Pour le moment, tout ça se fait sur un mode contractuel, on va dire un mode contractuel quand même épée dans le dos, si on peut dire, mais il serait question de décrets qui sont en préparation, qui sortiraient au printemps 2017, qui parleraient de GHT intégratif et non coopératif. C'est-à-dire qu'on est plus sur un mode coopératif de coopération et donc de partage des compétences de manière contractuelle et en bonne intelligence, mais on est bien sur quelque chose qui est intégratif, qui vise donc à une intégration
et peut-être plus. Alors, dernier point que nous développerons en quelques diapos, les problématiques soulevées par les GHT. Alors déjà, il y a une problématique qui est soulevée immédiatement, c'est la gouvernance. Pourquoi? Parce que ben, la gouvernance d'un établissement public de santé, enfin, d'un établissement de santé en général, et en particulier d'un établissement public de santé, c'est quelque chose de très complexe. Comme vous savez, déjà, il y a une direction d'établissement, mais il y a aussi une commission médicale d'établissement qui a un rôle très important, il y a un conseil de surveillance, enfin, il y a tout un tas d'instances qui vont faire que le pouvoir est extrêmement atomisé, partagé, et qu'il n'y a pas une seule personne qui le détient. Ce qui, à la fois, enrichit la prise de décision, mais qui rend quand même beaucoup plus complexe et lent le processus de décision. Et bien, dans le cas des GHT, on va avoir ces instances qui vont se superposer. On va avoir une véritable sédimentation, puisqu'il y a un comité stratégique qui est chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Donc, ce comité stratégique est obligatoire, bien entendu, et nécessaire. Il peut y avoir également un bureau restreint, parce que le comité stratégique, et donc ce comité stratégique peut déléguer tout ou partie de sa compétence à un bureau restreint, mais qui reste facultatif, qui n'est pas obligatoire. Il y a également un comité territorial des élus, qui est composé des représentants élus des collectivités territoriales, au conseil de surveillance, des établissements qui font partie du groupement. Et puis, il y a également des instances qui sont calquées sur les établissements participants, les parties prenantes du GHT, une commission médicale de groupement, une commission des soins, un espace d'expression. Alors, on parle aussi d'un espace d'expression et de dialogue au sein du groupement, mais qui n'est ni un comité technique d'établissement, ni un CHSCT, comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc, comment ça va fonctionner tout ça? On ne sait pas trop aujourd'hui. Et donc, on va reproduire en fait, au niveau du GHT, le dispositif local. Et on aura bien donc cette superposition d'instances qui va entraîner quand même sans doute une grande complexité du dispositif organisationnel et décisionnel. Deuxième chose, est-ce qu'on va vers une fusion? Parce que ça fait partie des questions qu'on peut se poser, que de nombreux observateurs et acteurs vont se poser. Alors, le GHT prélude à la fusion. Participation obligatoire, délégation obligatoire de compétences, certification commune, gouvernance reposant sur un établissement pivot dit support, un EPRD, donc un état des recettes et dépenses consolidées à partir de 2020, donc celui qui sera la consolidation de tous les établissements, une fonction recherche et recours coordonnée par le CHU, qui souvent sera l'établissement support dans les régions. Donc là, on a en fait toutes les caractéristiques de la fusion. Mais pour le moment, les établissements conservent leur autonomie financière et administrative. Donc, bon, on peut se poser des questions, mais en tout cas, le modèle organisationnel qui comme l'ont dit certains, préfigure en fait une filialisation. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant hein, comme approche. Une filialisation avec une maison mère, qui serait l'établissement support, et des filiales, les établissements inclus dans le GHT, qui feraient une partie de l'activité territoriale de santé. Donc, on aurait quelque chose qui se rapproche du secteur privé, commercial et industriel. Est-ce qu'on va vers des assistances publiques régionales? Parce que, en filigrane à ce modèle-là, pour le moment, personne n'est capable de répondre. Mais il est clair que si on va vers la fusion, eh bien, ce sera ça en fait. Hein. Peut-être pas à ce moment-là, mais ce sera ça. Alors, la gestion des ressources humaines, ça va être j'ai terminé là-dessus, des difficultés majeures. Certains ont dit, est-ce que les GHT sont une arme de restructuration massive pour les ressources humaines? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je pense que c'est plus intéressant d'en parler dans le débat, mais il est clair que la GRH constitue un sujet quand même très important. Alors, la Fédération hospitalière de France établit des préconisations. D'abord, c'est établir un état des lieux des pratiques RH. Parce que ça, on sait très bien que bien que les établissements parfois sont distants de kilomètres, il n'en demeure pas moins que ce sont des mondes très différents
Et les pratiques RH, que ce soit les pratiques RH pour les personnels médicaux et les personnels hospitaliers, le personnel non médical, peuvent être très différentes. On l'a vu notamment avec les contrats locaux sur le temps de travail, hein, les contrats RTT, qui ont été revus les uns après les autres parce que les modes de décompte du temps de travail n'étaient pas les mêmes. Donc, un état des lieux et pratiques RH, gros travail en perspective, par qui ça va être mené? Très certainement, on peut penser l'établissement support, qui pourra peut-être déléguer à un établissement partie prenante, pour pas que l'établissement support soit chargé de tout, mais enfin, en tout cas, on peut penser que la responsabilité du processus sera confiée à l'établissement support. Deuxième préconisation, définir une charte de fonctionnement. Ça, évidemment, ça va être la règle du jeu entre les établissements du GHT, ça va être nécessaire. Et bon, après, comment la mettre en place? Il y a beaucoup de discussions et de réunions en perspective qui ont déjà naturellement commencé. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, mais comme dans bien d'autres, le directeur de l'établissement support sera investi de facto, hein, de fait, des prérogatives de direction pour le compte des établissements qui font partie du GHT. Ça chemine vers ça, bien qu'il n'y ait pas eu, pour le moment, d'écrit à ma connaissance sur la question, mais c'est bien évidemment la logique naturelle. Alors, comment organiser la GRH? D'abord, la ressource médicale, elle est rare parfois, notamment dans certains établissements. Donc, il va falloir qu'il y ait une charte de fonctionnement, notamment pour l'emploi des personnels médicaux entre les différents établissements du GHT, avec bien sûr une crainte que certains établissements puissent capter l'essentiel de la ressource et certains pourraient avoir peur que l'établissement support se garde un petit peu les choses. Donc, ça ne sera pas comme ça parce qu'on aboutirait très vite à des conflits, mais d'où la charte de fonctionnement qui est quelque chose de très important. Les personnels hospitaliers, donc les personnels hors médecin, vers une harmonisation des modes de gestion, il est on peut penser que oui, si on veut avoir une charte de fonctionnement et si on a un état des lieux et pratique RH, c'est bien pour harmoniser les modes de gestion, donc dans le cadre d'un GHT territorial. Alors, juste, je vais terminer maintenant sur la question de la fonction de direction au GHT. Il y a de nombreuses questions qui sont posées par ce dispositif. D'ailleurs, il y a aussi, je l'ai mise là, cette question, mais je vais la traiter tout à l'heure, parce que je ne savais pas trop, à vrai dire, où la mettre, c'est la question des pôles transversaux. Donc, pour le moment, je vais la laisser de côté. La question de la fonction de direction, c'est qu'elle est posée par la délégation de gestion qui est organisée au profit de l'établissement support et qui pose la question de l'autonomie réelle des directions des établissements membres du GHT. Dans le principe même, à partir du moment où on va déléguer un établissement support qui sera chargé de l'animation de la politique RH ou système d'information ou achat ou autre sur le territoire, on peut se demander quelles sont les prérogatives des personnels de direction qui étaient chargés de ces questions dans les établissements faisant partie du GHT. Alors, il y a des domaines où la question ne se pose pas encore de manière très aiguë, mais il y en a d'autres où c'est le cas. Et notamment, apparemment, d'après les retours terrain que j'ai, sur les fonctions achat et système d'information, qui sont les seules prévues dans la mutualisation par le décret. Donc là, sur les fonctions achat et système d'information, on a une vraie question de savoir comment ça tourne et très vraisemblablement, il y aura une centralisation de ces fonctions au niveau du territoire, donc au niveau du GHT. Et on a bien une évolution de la fonction de direction vers une territorialisation. Territorialisation, alors, soit il y aura une spécialisation, on aura une spécialisation et un exercice multisite. En tout cas, ce sont des tendances qu'on peut voir. Spécialisation, pourquoi ne pas imaginer des gens qui soient, dans le cadre justement de la mutualisation des fonctions support, des gens qui soient spécialisés dans telle ou telle fonction, enfin, le système d'information pour prendre les premières, celles qui sont les premières concernées, et qui seraient en quelque sorte volants, entre guillemets, sur plusieurs sites du GHT.
Après, il y a la question de l'évolution du statut des personnels de direction. Donc, système de rémunération notamment, et de la question de la rémunération indemnitaire, hein, qui est quand même en filigrane. Mais au-delà de ces questions plus, on va dire, matérielles, il y a des questions de principe. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce que le personnel de direction, que ce soit les personnels de direction, directeurs d'hôpital ou des 3S, directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, comment s'inscrivent-ils tous dans cette territorialisation? Il y a encore beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions et peu de réponses. Comme je disais, l'histoire se fera en marchant. Alors, juste un dernier point, il y a la question des pôles transversaux qui concernent les spécialités médicales. Et donc là, jusque-là, là aussi, la fonction de direction est impactée parce que dans un établissement, un pôle est dirigé par un praticien responsable de pôle. Et le praticien responsable de pôle est nommé par le directeur d'établissement. Or là, au niveau du territoire, le directeur d'établissement n'aura plus la possibilité de le faire, ni même sans doute le directeur de l'établissement support, mais il faudra quand même, c'est tout l'enjeu de la territorialisation, envisager des pôles qui soient transversaux et qui dépassent les frontières des établissements. Sinon, c'est pas la peine de faire des GHT. Donc, d'après là aussi des retours terrain, il y aura la possibilité de créer des fédérations médicales interhospitalières qui seront une structure qui sera sans doute adaptée à la question. Voilà. Donc, écoutez, j'ai terminé cette conférence. Comme vous voyez, il y a beaucoup de questions encore qui restent en suspens. Je pense que ce sera l'occasion aussi d'animer le débat que nous allons avoir maintenant. Je vous remercie de votre attention. Tout à fait, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lartigot, pour votre présentation. Comme vous le disiez, j'ai en effet, durant cette première partie, reçu un certain nombre de questions. Donc oui, effectivement, ça soulève pas mal de questionnements et le débat incontestablement. Donc, si vous le voulez bien, on va essayer de prendre les questions une par une. On Oui. peut rester sur le PowerPoint hein, si vous voulez, parce que comme Alors, ce que je peux faire, si ça vous embête pas, j'essaierai de répondre aux questions maintenant, le plus vite possible. Mais si jamais il y avait une question à laquelle je ne répondais pas, je préférerais la noter si c'est possible. Voilà. Est-ce que ça va là? Je pense qu'il y a un document Word qui s'affiche. oui, tout à fait, on voit le document Voilà. Word. Donc, si peut-être Et, rester sur le PowerPoint tant qu'il n'y a pas de questions d'accord. sans réponse et rebasculer sur le Word si jamais il y a des questions sur D'accord. lesquelles vous souhaitez avoir pour lesquelles vous souhaitez avoir un peu plus de temps pour répondre. Très bien. Alors, la première question. Mon CH va adhérer à un GHT. Cela signifie-t-il que les services des deux hôpitaux vont fusionner? Non, 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 ça on peut pas le dire pour le moment. Là, j'ai dit pour les fonctions achat et système d'information, il y a des choses qui sont un peu plus précises, mais on voit pas comment, pour le moment, les services pourraient fusionner. Ça serait peut-être qu'à un terme, mais ce terme n'est pas aujourd'hui, ne peut pas être fixé. Donc la réponse est non. D'accord, merci. Alors, je passe à la suivante. Comment être informé de la mise en place des GHT sur mon territoire? Eh bien, déjà, les GHT, l'information est diffusée par les agences régionales de santé et ça a été également, ça fait l'objet d'une information dans les instances locales d'établissement. Donc, si la personne qui pose la question est dans un établissement, elle n'a qu'à voir en local avec sa direction ce qu'il en est. Et si c'est un établissement public de santé, l'adhésion normalement est obligatoire. Ok. Alors, la suivante, si un EHPAD veut prendre part à la mise en place des GHT, doit-il nécessairement être membre plénier ou peut-il être simplement associé? Il peut être membre associé. Ok. Alors, quatrième question, un peu plus longue. Dans le cadre des GHT, je suis en train de réaliser à la demande de l'Association des médecins urgentistes de France un document, entre autres, axé sur les boîtes à outils. Et malgré une recherche approfondie sur le web, je ne trouve aucun document précis qui pourrait me servir de base. C'est donc ma première question. Existe-t-il, entre autres, pour les équipes de territoire des urgences, un ou des expérimentations qui seraient consultables? Alors là, à ma connaissance, non, mais on pourrait se renseigner. Il faudrait que la personne voit avec la Fédération hospitalière de France
qui peut centraliser un certain nombre d'informations. Euh, oui, je pense que après il y a tellement d'expériences qui sont menées sur le terrain qu'on ne peut pas toutes les recenser. Donc il faudrait voir. Je pense que la Fédération hospitalière de France pour les établissements publics est la seule qui puisse centraliser ce type d'informations et renseigner D'accord. la personne. Merci beaucoup. Une cinquième question. Il est bien sûr souhaitable, entre autres dans notre spécialité, je précise que c'est la même personne qui pose la question, que les confrères interviennent sur plusieurs sites. Il a été question de ne pas utiliser la modalité des primes multisites, mais de mettre en place un système de rémunération spécifique. En consultant les textes censés nous renseigner à ce sujet, il ne me semble pas tout à fait adapté à notre statut de praticien hospitalier. Ma question est donc de bien vouloir m'indiquer le système de compensation mis en place. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas. J'en ai parlé justement avec les gens sur le terrain. Je crois qu'il y a un texte qui est attendu sur les modalités de, de rémunération, de remboursement des personnels médicaux. Mais en l'absence de texte, qui devrait, je pense, arriver hein, au moins dans les prochains mois, et ça, il faut voir localement avec la direction, mais il y a toujours des solutions qui sont trouvées avec les frais de déplacement. Ça, c'est une question vraiment très pratico-pratique. Mm, J'avoue que là, il faut en discuter avec la direction, qui de toute façon trouve toujours des solutions. d'accord, merci beaucoup. Alors, je passe à une question qui m'a été posée plutôt en début de présentation. La territorialité inclut bien tous les acteurs. Pourquoi laisser de côté les acteurs de santé privés? Non, je pense pas qu'il soit laissé de côté, mais on est dans un dispositif qui n'est pas obligatoire, donc qui est plus sur le mode de l'association. Mais bien entendu, le but, c'est quand même d'associer les acteurs privés. La même personne oui, pose la question. Il y a peu d'économies d'échelle au niveau des instances à ce jour. C'est la question est posée. Oui, eh ben, c'est sûr, hein, parce que c'est comme la réforme régionale. Hein, est-ce que ça s'est traduit par plus d'efficience? Je ne sais pas. De toute façon, ce qui est certain, c'est que dans un processus transitoire comme ça, il est impossible de tout supprimer. On ne peut pas faire table rase du passé. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a doublon. Ça, je l'ai dit dans mon diaporama. Il y a doublon des différentes instances. Et donc, en termes d'efficience, c'est pas forcément très satisfaisant. Mais s'il y a vraiment une efficience, alors comment c'était posé la question, pardon? C'était C'était simplement dit peu d'économies d'échelle au niveau des un instances à ce jour. peu d'économie d'échelle. Oui, si on cherche des économies d'échelle, il faut bien être conscient que il faut aller vers la fusion et enfin la mutualisation en frais des services et donc vers la fusion. À terme, c'est sans doute ce qui se passera. En tout cas, oui, c'est prévisible. D'accord, merci beaucoup. J'ai une question qui revient un petit peu à celle qu'on avait juste avant, qui est comment le secteur privé est-il aujourd'hui associé au GHT? Je pense que ça, vous y avez Oui. en partie répondu. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Il y a toujours la possibilité, à ma connaissance, hein, pour un établissement privé, d'être dans un dispositif conventionnel dans le cadre du GHT. Mais ce n'est Alors, pas obligatoire. Ouais. Oui, autre question? non, non, pardon, c'est moi, oui, autre question, tout à fait. Quels seront les droits de recours, les contre-pouvoirs possibles pour les établissements annexes dans le cas de GHT dites hégémoniques de la part de l'établissement support? Euh, je ne sais pas répondre à cette question pour le moment. D'accord. Je ne sais pas. Et si vous voulez, je vous Euh, la transmets plus tard et oui, puis je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre en l'état actuel des choses, hein, parce que il y a un dispositif intégratif, donc les établissements sont obligés d'être dans le GHT. Après, s'il y a, je comprends la question, hein, parce que elle est tout à fait pertinente. Hein, et c'est une crainte de beaucoup d'établissements, notamment les plus petits, vis-à-vis des gros et notamment l'établissement support. Mais répondre à cette question-là, dans l'état actuel, c'est difficile. d'accord. Bon, je passe à la suivante. En plus des GHT, les GCS.
entre EPS et établissements privés seraient des solutions pour élargir le maillage de l'offre de soins? Oui. C'est ça la question. Enfin, c'est plus une remarque, j'imagine. Oui, 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 c'est possible, mais bon, je pense qu'il faut mieux éviter de multiplier les structures et le GHT me paraît quand même, en tout cas aujourd'hui, la bonne réponse. Ce qu'il y a, c'est que les choses se mettent en place progressivement. Il ne faut pas imaginer que tout va être là. Il y a déjà un énorme travail qui a été fait au cours de l'année 2016 par les établissements qui font partie des GHT. Je rappelle que la constitution d'un GHT était obligatoire. Donc déjà que le secteur public gère entre lui ses problèmes, on va dire, et après que peut-être essayons de séquencer le processus. Si, vous savez, déjà dans le secteur public, il y a déjà pas mal de choses. Si un certain nombre de choses ont été réglées au niveau des établissements publics, peut-être qu'ils seront mieux à même de discuter efficacement avec le secteur privé. Merci beaucoup. Eh bien, je vais passer à notre dernière question, si vous le voulez bien, si Oui. aucune autre question n'apparaît d'ici quelques minutes. Dois-je transmettre tous mes marchés à lancer pour 2017 au niveau de l'établissement support? Euh, Ça supposerait, est-ce que la question, je ne sais pas si on peut reposer la question et avoir une réponse, si c'est interactif comme ça, parce que Bah, en la tout cas, question, c'est, la personne, si elle est encore là, notre auditeur, s'il est encore là, peut peut préciser sa réagir. question. Donc, ouais. D'accord. Parce que moi, j'ai une question vis-à-vis de l'auditeur, et c'est une vraie question, c'est est-ce que dans le GHT, la fonction achat, puisque c'est ça les marchés, est déjà structurée pour faire face à ce surcroît d'activité. Donc, est-ce que c'est... Voilà, il faudrait reposer la question si c'est possible. Il me dit, on précise du point de vue strictement juridique. Du point de vue strictement juridique, Alors, c'est pas évident de répondre à cette question parce que je manque d'éléments. Je connais pas la situation sur le terrain. Compte Moi, je tenu, pense que... ah, compte Oui, tenu que cette fonction est transférée au profil de l'établissement support. oui, oui, tout à fait. Donc, oui, oui, non, mais ça, c'est une vraie question, hein. L'auditeur a tout à fait raison de la poser. Je serai à sa place, je me poserai la question aussi. Sur le, alors, si la question est juridique, pour le moment, non, parce que, à ma connaissance, les établissements sont encore autonomes juridiquement, administrativement. Donc, si les choses n'ont pas été précisées dans le cadre de la convention de GHT, moi, je pense qu'il aurait intérêt à garder pour le moment ces marchés. Après, c'est pour ça qu'il faut voir localement comment ça se passe, parce que si l'établissement support reprend la totalité de l'activité et si il est organisé, parce qu'il y a une question d'organisation, je pense que progressivement, bah, l'établissement support pourra le faire. Il faut qu'il y ait quand même une délégation qui sera facultative, c'est-à-dire que l'établissement de la personne qui pose la question est délégué cette fonction achat à l'établissement support. Est-ce que l'établissement support est capable, pratiquement, concrètement, de prendre en charge cette fonction? Donc, pour répondre à la question, il faut surtout pas envoyer tous les marchés comme ça et s'en laver les mains, si j'ose dire. Ça doit se faire dans un cadre concertatif, dans une concertation. Mais oui, enfin, sur le plan juridique, à terme, c'est possible, bien sûr. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui m'est Oui. arrivée entre-temps, si vous voulez bien, à propos de GCS et GHT. Est-ce à dire que les GCS vont être transformés / adaptés en GHT? Je préfère me réserver pour cette question. Vous l'avez gardée, Madame Tout à Rajna. fait, j'ai gardé toutes les questions, Voilà, je vous je les préfère transmettrai. répondre ultérieurement, parce que là, il y a quand même, ça pose quand même beaucoup de. Cette question en pose beaucoup derrière, et je préfère pas répondre oui pour point comme ça. Je préfère en laisser le temps pour les auditeurs de répondre plus Très bien, précisément. aucun problème. Et je vous transmettrai tout ça sans problème. Mais écoutez, Très j'ai bien, plus d'autres merci. questions pour le moment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas Donc, mal. ouais, tout à fait. On voit que voilà, on voit que ça soulève un certain nombre d'interrogations. En tout cas, merci à vous, Monsieur Lartigot, pour ces éléments de réponse.
Pour tous ceux qui auraient des questions éventuellement qui arriveraient plus tard, je vous rappelle, comme vous le voyez à l'écran, que on dispose également d'un service VK Ligne Expert, pardon, qui vous permet justement de poser toutes vos questions d'ordre réglementaire à des experts du service public. Pour plus de détails sur ce service, mais également sur notre offre intégrale hospitalier dont je vous ai parlé en début de webconférence, rendez-vous sur le site www.vk.fr. Ah, mais les auditeurs me remercient en parallèle et vous disent merci, Monsieur Lartigot. Merci à Voilà. tout le monde. Merci les auditeurs également. Merci à vous. Et donc, je précise, notre service relation clientèle est également disponible au 01 53 35 17 17. Eh bien, on vous remercie également à tous pour votre attention. Vous étiez nombreux à nous écouter aujourd'hui. Merci encore une fois, Monsieur Lartigot, pour tous ces éléments de Merci madame. réponse. Et à très bientôt pour une prochaine webconférence VK. Très bonne journée à tous. Très bien, madame.